Comme chaque semaine, je vous emmène découvrir les artisans qui font battre le cœur de l'Hexagone et les lieux qui font son prestige. Aujourd'hui, dans Version française, regroupant plus de 10 000 œuvres de près de 400 artistes, la bourse de commerce Pinault Collection s'est ouverte à nous. Comme des créations venues de l'espace, les œuvres de Béatrice Serre réveillent en nous des envies d'ailleurs. Découverte d'une artiste hors norme. La mode virtuelle joue avec les codes du réel en proposant des pièces numériques. Intriguant, c'est en mode. Des cordes aux touches, de la laque au vernis, Sylvie Fouanon, restauratrice de pianos anciens, nous fait découvrir son art dans le geste. Mais avant de retrouver la mosaïste Béatrice Serre, tout de suite, mes coups de cœur de la semaine, ses points de vue. En 1844, le peintre Gustave Courbet réalise L'homme blessé. Coutumier des autoportraits, celui-là ne déroge pas à la règle. Il représente l'auteur adossé à un arbre, une tache de sang sur sa chemise. C'est lors d'un scanner de la toile que l'on découvre que sous cette version bien connue se cache initialement une femme penchée sur son épaule. C'est probablement une représentation de son grand amour Virginie Binet. Après leur séparation, Gustave meurtri l'aurait remplacé par une blessure sanguinolente. Aujourd'hui, c'est la styliste Catherine Legrand qui nous emmène dans un tour du monde textile, à la découverte des savoir-faire et des cultures à travers les pays. À la manière d'un carnet d'inspiration, l'ouvrage se pose en véritable bible du motif et des textures, rendant hommage aux traditions artisanales. Du boubou haoussa ou huile-pile amérindien en passant par la blouse roumaine, elle inventorie les tenues à travers de magnifiques portraits et close-up. Un joli voyage mode. Si l'on parle souvent de Charlotte Perriand, c'est que nous devons à cette papesse du design français des pièces exceptionnelles qui allient modernité, praticité et style. Elle s'illustre encore une fois avec la lampe infrafil, créée dans les années 50 pour la marque Philips. Si elle est initialement destinée au traitement des douleurs grâce à sa lumière douce et colorée, cette lampe à la structure d'acier et à l'ampoule ultra présente s'impose comme véritable luminaire rétro. Pas la peine d'avoir de bobo pour se l'offrir. La scène mondiale de l'art contemporain se réunit en un lieu exceptionnel, l'ancien bâtiment de la Bourse à Paris. Zoom sur la collection Pinault. Une œuvre qui est enfermée dans un coffre ou dans une réserve, elle ne vit pas complètement. Pour qu'elle vive, il faut qu'elle soit vue, qu'elle soit appréciée, qu'elle soit discutée, qu'elle soit critiquée, qu'elle soit confrontée à d'autres œuvres et à d'autres regards. Des regards, il doit y en avoir des milliers dans la Bourse de commerce de Paris. C'est là que le milliardaire François Pinault a choisi d'ouvrir au public sa vaste collection d'art contemporain en juin 2021. Dans la rotonde centrale, on retrouve les créations d'Urs Fischer, une grande réplique de l'enlèvement des Sabines de Giambologna et une multitude de sièges. Toutes ces sculptures sont en cire et elles fondent irrémédiablement. Ce sont des bougies dont on allume les mèches au début de l'exposition et qui, au long de l'exposition, vont peu à peu fondre, se décomposer, de telle sorte que l'œuvre illustre le passage du temps, le fait que les choses ne sont jamais permanentes, jamais figées dans l'éternité. Un symbole pour Martin Bethénaud qui dirige cette collection mouvante. Aucun accrochage n'est permanent afin de faire tourner les 10 000 œuvres accumulées depuis les années 70, des œuvres qui se font parfois écho. Cette statue de cire d'Urs Fischer représente Rudolf Stingel, un ami et artiste lui aussi exposé ici à travers ses grands portraits. Pour réaliser ces grands tableaux, Rudolf Stingel part d'une photographie, en l'occurrence une photo de Paula Cooper des années 60. Il va l'agrandir et ensuite il va la reproduire méticuleusement au pinceau, en exagérant chaque touche, en rendant presque palpable le temps de la peinture, les moyens de la peinture, le matériel de la peinture, puisque c'est bien de la peinture que parlent ces tableaux. Les sujets des œuvres varient, mais l'idée d'un trompe-l'œil est très présente. Dans le musée, des chaises énigmatiques accompagnent la déambulation. Ce sont les gardiens de Tatiana Trouvé et il ne faut pas se fier aux apparences. Ce siège est en bronze, ce coussin en marbre et cette valise en onyx. Tatiana Trouvé est venue vraiment inscrire de manière très matérielle, très lourde même on pourrait dire, puisque pour bouger chacune de ces sculptures il faut plusieurs personnes, elles pèsent plusieurs centaines de kilos.
Venir comme ça matérialiser, rendre physique, rendre pesant l'impalpable, le fantomatique, la trace d'une absence. Là, son idée des gardiens, c'était des œuvres qui gardent d'autres œuvres. Mais le monument qui abrite toutes ces œuvres, c'est aussi une prouesse artistique et architecturale. Tour à tour, hôtel de la reine Catherine de Médicis, à l'Oblé, bourse de commerce, ce bâtiment parfaitement rond, c'est l'histoire de réappropriation, d'écriture et de réécriture. Thibaut Marsat, l'un des architectes de ce renouveau, nous présente son dernier chapitre muséal, l'installation d'un vaste cylindre de béton clair au cœur du lieu. Il est à l'image aussi de l'art contemporain, c'est un ouvrage du XXIe siècle. Et on a fait en sorte qu'il soit inséré dans ce bâtiment, mais sans vraiment y toucher. C'est comme une strate, en fait. C'est une manière aujourd'hui aussi de pratiquer la bourse de commerce d'une autre façon, parce qu'on passe devant les façades historiques, on s'approche de la toile. C'est pas tant de vouloir casser le côté historique que de finalement s'inscrire dans la longue histoire du bâtiment. Un dialogue entre hier, aujourd'hui et demain, dans lequel la structure du monument soutient l'expression artistique, tout comme son mobilier. Des œuvres de Bertrand Lavier reposent dans ces vitrines qui ne sont plus toutes jeunes. Ces vitrines qui sont de l'époque de la Bourse de commerce, 1889, à l'époque de l'exposition universelle, servaient à montrer les innovations, en fait, les entreprises qui déposaient des brevets, des choses comme ça. Et on voit comment elles arrivent, elles aussi, finalement, à passer les époques et à changer d'usage. Enfin, la rénovation du monument a révélé une vaste fresque dans la salle des pas perdus de la Bourse de commerce. Un secret bien gardé, comme une prémonition du futur artistique du lieu. Il y avait un doublage et des machines de ventilation, donc on a été très agréablement surpris de trouver ça, même si elle était en assez mauvais état, elle a été restaurée en grande partie, sauf ici où on voit une lacune trop importante, mais qui a été signifiée. Un lieu ancestral, des œuvres contemporaines, une scénographie innovante, la Bourse de commerce fait le pari d'une nouvelle manière de montrer l'art, intemporelle et audacieuse. Béatrice Serre nous plonge dans un monde de mosaïques précieuses où métaux et pierres s'apprivoisent pour ne faire qu'un. C'est le portrait du jour. On passe son temps en fait à créer un chaos en taillant à la marteline et billot les pierres, des blocs, toutes sortes de minéraux pour retrouver une nouvelle conception, une nouvelle image. C'est surtout recoller les morceaux effectivement et ne pas aller à l'encontre de qui on est. Béatrice Serre sait très bien qui elle est. Une mosaïste qui réalise des tableaux, des décors, des meubles, des créations futuristes dans lesquelles le minéral déploie toutes ses couleurs et textures. Formée en décoration architecturale à l'école Olivier de Serres, elle a bien sûr appris la mosaïque classique, antique, mais a très vite imposé sa propre vision. Il y a quand même toute une histoire. La mosaïque, c'est une institution en Italie, par exemple, et dans d'autres pays. Mais il y a une mosaïque contemporaine. Moi, la mosaïque, je la ressentais dès étudiante avec des insertions brutes, avec des petites tesselles raffinées, par exemple, autour. L'infinie possibilité de combiner comme ça des formes et surtout des volumes. Ça, c'est ce qui, au départ, choquait un peu mon professeur qui disait « Béatrice, il ne faut pas aller trop vite ». Un peu têtue, Béatrice refaisait chaque projet académique à sa manière. C'est qu'au cœur de sa démarche, il y a une passion très ancienne qu'elle cultive loin de la ville, dans un écrin de verdure. Depuis toute petite, j'ai toujours été fascinée déjà par les minéraux. On en a tous ramassé, à droite à gauche, dans les promenades, ou même des coquillages sur une plage. Leur beauté est infinie, donc déjà il y a une admiration, jusqu'à la sidération de voir comment la nature est capable de créer ces trésors. Des trésors qui peuplent ses créations. Ici, une amolite ancestrale. Là, des lames d'ardoise. Une fois les petites tesselles de pierre taillées au bon format, Béatrice imagine des univers en quelques instants. Ce jour-là, c'est une calcédoine qui donne le là.
C'est en fait l'élément principal qui va donner la tonalité générale. C'est le chef d'orchestre. Et tout autour, on a tous les instruments. On a toutes les notes, toute la symphonie. Une fois lancée, Béatrice ne peut plus vraiment faire taire la musique et sous ses mains, les tesselles viennent sublimer ces précieuses pierres. La main devance l'imagination parce que l'instinct est tel qu'on n'a presque plus le temps d'imaginer. À cet art instinctif s'ajoute une démarche plus collaborative avec des architectes d'intérieur comme Thierry Lemaire, Jean-Louis Degnaud ou Laura Gonzalez. Et ces créations séduisent jusqu'aux grandes maisons du luxe. Vous avez des quartz de cristaux, donc ils sont posés un à un et forment cette demi-sphère. Ce projet est essentiellement pour la maison mère Cartier à New York. C'est un pan de mur de 4 mètres de hauteur dans le salon principal. Pour ce grand projet, elle a carrément changé son salon en immense atelier dans lequel la maquette du futur bas-relief se déploie. Parfois, sa vie d'artiste la ramène à la ville, dans les galeries qui accueillent ses œuvres à travers le monde. À Paris, la galerie Yves Gastou lui réserve toujours une place de maître. Alors tu vas voir Béatrice, ça va te faire bizarre de le voir accroché pour la première fois. L'astre blanc. Victor Gastou et son père ont découvert le travail de Béatrice en 2017. Ils sont tombés sous le charme, au sens propre, de ces mosaïques futuristes. C'est des pièces où on a besoin d'aller devant pour les comprendre. Et donc, immédiatement, on voit cette table, on se dit « mais c'est quoi ?» Déjà, j'ai jamais vu ça. Et après, quand on se rapproche devant, il y a un émerveillement et il y a surtout des surprises. C'est-à-dire que quand on va faire le tour de la pièce, on va découvrir qu'il y a un petit émau en vert ici, un quartz qu'on n'avait pas vu. C'est un non-sens de la garder à l'atelier, puisque quand on crée, c'est pour le partager, pour qu'elle continue à vivre quelque part, elle trouve sa place quelque part. Et c'est forcément une grande émotion pour moi de la voir à nu, en fait. Elle est mise à nu, le voile est levé. Est-ce le magnétisme des pierres ou la frénésie du regard qui ne peut choisir où se poser? Les œuvres de Béatrice Serre, hypnotiques, telluriques, ne laissent jamais personne de marbre. Bonjour Béatrice. Bonjour. Béatrice, la mosaïque, si elle est très ancienne, s'il a une grande histoire, c'est avant tout une histoire de patience et puis une histoire de détails. L'amour du tout petit, c'est quelque chose qui vous fascine depuis toujours? Bien, toujours, puisque je pense aussi que le petit, il n'y a pas de petit qui existe sans le grand. C'est comme dans l'espace, en fait. L'immensément grand est lié au tout petit. Donc, quand on fait une mosaïque, chaque petit morceau a sa place. Quand on regarde une mosaïque, en fait, c'est un ensemble, une harmonie de plein de petits bouts, de tesselles qu'on appelle. Un tout petit bout peut changer la mosaïque totale. Vos mosaïques ont cette particularité qu'on peut évidemment les regarder et on s'y plonge dedans. Mais on peut aussi les toucher. Il y a du rugueux, du lisse, du froid, du chaud. Il faut toucher parce que dans le toucher, il y a tous les autres sens. Il peut y avoir... la main transmet des informations à notre cerveau, notre esprit. Et l'imagination après opère. Quand on touche une mosaïque, on touche l'interdit quelque part. Parce qu'on nous a toujours dit qu'il ne faut pas toucher une œuvre d'art, etc. Mais ce n'est pas une œuvre d'art. C'est juste une entité, un ami qui est là et qui vous parle. C'est très proche. Vous avez des thèmes de prédilection. Une fois, vous avez même reproduit des peintures rupestres, donc des grottes, avec la mosaïque, mais c'est beaucoup le cosmos. Ça revient tout le temps dans votre travail. C'est vrai, c'est vraiment mon univers le plus profond. Dans le cosmos, on trouve tout, tout y est. On a le macro, le micro, la vie, le devenir, on a le mystère. Donc on peut aller très loin et en même temps, en croyant être très loin, on est très proche de soi. C'est l'univers à l'intérieur aussi. Une mosaïque, chez vous, quand on la met à la maison ou dans un espace, en tout cas, elle est bien plus que ça. Elle rayonne, il y a des énergies, c'est pas juste une œuvre. Je crois que vous avez bien... Oui, c'est ça, c'est pas juste un objet.
même si c'est un miroir ou une mosaïque qui est un mobilier en fait. C'est toujours un petit peu hors norme. Il y a toujours quelque chose qui n'est pas dans une case. Il y a une évasion, il y a du volume qui ressort pour une table. Ce sont des pièces qui sont faites avec beaucoup de passion aussi, beaucoup d'instinct, très instinctif. Et la nature, encore une fois, prend le dessus par rapport à ce qu'on voudrait. Ça dépasse le cadre. Quand vous créez une mosaïque pour quelqu'un, pour une commande, parce que souvent c'est comme ça, vous créez avec des architectes intérieurs ou chez des particuliers, vous regardez la personne, vous savez parfaitement où l'espace, ce qui va dedans. C'est grâce aussi à ce qui m'entoure en premier. Quand les champs sont ouverts, je pense que c'est tellement plus facile d'avoir cette communication et cet échange. Je le pense sincèrement parce que le partage, quand il n'y a pas la peur, quand il y a une confiance, tout est possible. Moi, j'ai peut-être un peu cette particularité de sentir assez rapidement, intuitivement, les espaces en fonction des caractères et des personnalités. Parce que je ne suis que, en fait, le renvoi de la personne. Je suis la prolongation de la personne qui va me commander une mosaïque. Vos mosaïques sont très complexes, ils sont très élaborés, ils doivent prendre énormément de temps. Quand savez-vous qu'elle est finie? Quand je m'arrête, c'est que je dois admettre que je sens une petite émotion qui me dit « c'est ça ». C'est quand la mosaïque me parle, en fait. C'est juste qu'on l'oublie un petit peu, on revient le lendemain. Et d'un seul coup, on se dit, il manquait juste un petit cristal, une petite couleur, comme une peinture. Les arts sont liés. Donc c'est une alchimie, c'est une cuisine. On se fait plaisir parce qu'on se dit, ça y est, la naissance est là. Alors une mosaïque réussie, c'est une mosaïque qui va là où elle est destinée d'être? Quand je vois les étoiles dans les yeux des personnes, je crois que ça c'est réussi. Quand elle surprend et qu'elle émerveille, même certaines personnes qui ont le choc et toutes les réactions me vont. Si elle est réussie, c'est surtout avant tout qu'elle est en harmonie avec la personne qui l'a commandée. La communion est là et le bonheur des deux côtés. Merci beaucoup Béatrice. Je vous en prie, c'est moi. Merci. La mode évolue tellement qu'aujourd'hui, il existe même des pièces qui n'existent pas. Enfin, c'est plus compliqué. Pour tout comprendre sur la tendance virtuelle, il y a En Mode. À l'heure du numérique, de la 3D et de la réalité virtuelle, où l'image qu'on renvoie sur les réseaux sociaux est presque plus importante que notre identité réelle, la mode prend des airs de science-fiction. 20 ans après qu'Alexander McQueen ait intégré des robots à l'un de ses défilés, les créateurs sautent à pieds joints dans le monde digital. Comme sur ce défilé Balenciaga été 2022. À première vue, une configuration classique où différents mannequins défilent devant un public. En réalité, l'événement a été entièrement reconstitué en 3D. Les vêtements sont plus vrais que nature et tous portés par l'artiste Elisa Douglas, dont la figure est légèrement altérée à chaque passage. On joue sur les deepfakes, ces visages transformés par des logiciels informatiques, pour créer de nouvelles identités. En 2020 déjà, le créateur Giuliano Calza présentait sa collection GCDS sous forme de défilé en 3 dimensions sur des personnages semblables à des avatars de jeux vidéo. Car la mode virtuelle s'adresse aussi à cet univers. Sur la plateforme en ligne The Dematerialized, on peut par exemple acheter des pièces en 3D de la marque The Fabricant et choisir de les télécharger dans le monde virtuel de jeux vidéo comme Fortnite ou comme League of Legends. Le studio de création RTFKT s'est spécialisé dans cet univers, collaborant avec le géant du jeu Atari sur des paires de baskets virtuelles appelées Cyber Sneakers. La marque Ouroboros s'inspire aussi des codes du jeu pour présenter ses collections digitales. Une fois le vêtement choisi, il est projeté sur le corps de son acheteur dans l'unique but d'être posté sur les réseaux. La marque Tribute Brand s'est également spécialisée dans cette mode pensée pour le futur. En 2021, elle a collaboré avec Jean-Paul Gaultier et Sacai sur une combinaison virtuelle dont la conception a nécessité autant de temps qu'un vêtement physique.
Alors la mode entre pour de bon dans l'ère des NFT, ces fameux certificats de propriété numérique qui garantissent la possession d'un élément virtuel. Les clients de Tribute Brand peuvent aussi revendre leurs articles à d'autres acheteurs en ligne ou publier sur les réseaux des vidéos des pièces sur leur corps en mouvement. Et le résultat est parfois plus vrai que nature. Il rappelle le travail de la créatrice Iris van Herpen, pionnière de la haute couture en 3D, qui s'est faite connaître pour ses créations futuristes qui mêlent artisanat et nouvelles technologies. 10 ans après ses premières collections, la mode s'est installée derrière nos écrans et brouille définitivement les frontières entre réel et virtuel. Sylvie fait résonner l'âme des pianos anciens en réparant leurs petits ou gros bobos, découverte de la restauration de ces instruments qui n'ont pas dit leur dernier mot. Je suis Sylvie Foinon, je suis restauratrice de pianos anciens. Je pérennise l'entreprise Piano Balleron qui existe à Paris depuis 1902. J'ai mégué dans le monde du piano dès toute petite et j'ai décidé de continuer cette entreprise en me spécialisant dans la restauration parce que ce qui me plaît justement, c'est le travail de la matière, les matériaux nobles, le bois, les choses anciennes, redonner vie à un instrument de musique, c'est quelque chose de fabuleux. Grâce à ses mains expertes, Sylvie Foinon fait revivre des pianos qui nous viennent d'autres siècles, de la période romantique jusqu'à l'après-guerre. Cet instrument est un rare 2,45 m, modèle de numéro 1 de concert, qui date de 1877. En travaillant sur les instruments anciens, me spécialisant justement dans la restauration, j'ai appris à découvrir toute la variété d'instruments qui existaient, travailler l'humilité face aux instruments, parce que ce qui est bien dans la restauration d'instruments anciens, c'est que c'est pas nous qui allons fabriquer, nous ne sommes qu'un maillon de chaîne de vie. Et on doit effacer son ego devant la volonté du facteur pour essayer de retrouver ce qu'il a voulu absolument faire dans son instrument. Cela passe par le remplacement à l'identique des pièces d'usure, comme le sommier du piano, ou encore la restauration complète de la table d'harmonie qui viendra soutenir la tension des cordes. La difficulté de faire les crémaillères de chevalet, c'est qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Il faut avoir un geste précis pour couper le bois et conserver nos valeurs de repères qui correspondent aux longueurs vibrantes, donc c'est très important. Un geste qu'elle maîtrise parfaitement après 40 ans d'expérience. Je travaille au son, je tape la pointe et j'entends très bien à quel moment la pointe est arrivée au fond du trou et il ne faut pas insister. Je restaure des instruments avec le plus possible de méthodes traditionnelles. J'essaie de retrouver les mêmes plaquages d'origine, on essaie de travailler avec des bois anciens, on essaie de trouver les feutres le plus possible proches de l'origine. Je n'utilise aucun produit chimique, j'utilise des colles d'origine animale. Et comme on le faisait autrefois, Sylvie utilise des vernis naturels à la gomme laque. La gomme laque, c'est quoi? C'est une bave d'une grosse colchenille d'Asie du Sud-Est qu'on peut diluer dans l'alcool. Ça, c'est ma préparation que j'ai faite pour les 2 prochains pianos à queue que j'ai à faire. Donc, c'est une fine pellicule qui, vous voyez, est légèrement jaune. C'est absolument parfait sur le palissandre, sur le noyer, sur l'acajou. Et la méthode qu'on utilise, c'est le fameux vernis au tampon. Je vais imbiber mon vernis avec une petite pipette et je ferai sur l'intégralité du meuble des petits 8, des grands 8, des moyens 8, des petits ronds, dans tous les sens, des grandes passes, pour obtenir un vernis parfaitement translucide et parfaitement transparent. Ce sont les détails qui comptent aussi dans une restauration. Sur le cadre d'un playel, les pointes d'accroche du cadre étaient toujours peintes en noir. Ça donne d'ailleurs un effet très joli avec le feutre rouge ensuite. Et c'est une particularité de Pleyel. Donc, comme on veut faire des restaurations identiques à l'origine, on remet la même couleur de feutre et on repeint toutes les pointes en noir. Je suis toujours dans l'idée de conservation d'un patrimoine. Un patrimoine musical, donc la facture française ou européenne, le son d'époque, ça c'est extrêmement important. Et conserver ce son, cette couleur sonore, cette esthétique sonore, c'est presque une mission. Une mission qu'elle transmet depuis quelques années à Marion, son binôme, qui sait désormais, comme personne, ouvrir la voie de ses pianos aux sonorités complexes. Je vais travailler sur l'énergie qui traverse le marteau au moment où il va frapper la corde. Toute l'identité sonore
de tout instrument, c'est ce qu'on appelle le timbre. C'est vraiment, et le timbre se définit au moment de l'attaque d'un son. Quand un piano arrive entre mes mains, après avoir été restauré par Sylvie, j'ai toute cette richesse sonore, ce matériau sonore à travailler et pour l'affiner et pour ouvrir la voix du piano et faire quelque chose de musical, de beau, d'inspirant, qui fait que quand on joue le piano, on fait waouh! Aucun doute, les pianos de Sylvie et Marion raviront les doigts exigeants des plus grands pianistes et de nos oreilles d'amateurs. Version française est déjà terminée, mais on se retrouve très vite pour toujours plus de découvertes. Bye!